vous êtes en santé financière si vos dépenses sont équilibrées par vos recettes, vos ressources. C'est exactement la même chose dans le corps humain, chez tous les vertébrés. Nous partageons ça avec les animaux. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 17e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Aujourd'hui, c'est David Ohar qui m'accompagne et ensemble, nous parlons du sujet de la cohérence cardiaque, qui est une pratique respiratoire simple et très facile qui a d'énormes bénéfices sur la santé en général et sur la gestion du stress en particulier. Nous avons aussi profité de cette interview pour évoquer ensemble comment la cohérence cardiaque peut être utilisée dans le cadre de la gestion du poids. David nous donne 2 exercices très simples que vous pouvez appliquer dans votre quotidien et qui peuvent s'avérer très bénéfiques si vous souhaitez perdre ou prendre du poids. Juste 2 points avant de lancer cette interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/17, le chiffre 17. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis chaque avis que vous déposez et je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de le faire. Pour accéder à la page du podcast sur iTunes, le plus simple est de passer par le lien suivant, extraform.fr/iTunes, ou sinon, vous pouvez chercher directement Parlons Forme dans le moteur de recherche de l'application. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour David, et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Merci pour l'invitation, c'est toujours très agréable pour moi de parler de ce sujet, parfois mystérieux, mais enfin, à la base c'est quand même très simple, la cohérence cardiaque. Dans une de ses multiples applications, la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'elle peut faire dans une des questions de la forme, la forme qui est le poids. Donc, c'est très agréable d'être ici. C'est pareil de mon côté. Alors du coup, aujourd'hui, effectivement, on va être ensemble pour parler de cohérence cardiaque, qui est un sujet sur lequel vous avez publié déjà de nombreux ouvrages. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours afin que l'on sache ce qui vous a amené à vous intéresser à cette pratique? Oui, avec plaisir. Je m'appelle David Ohar, je suis médecin depuis 42 ans. J'ai d'abord été médecin généraliste et je me suis très rapidement intéressé, pour des raisons personnelles et professionnelles, à la gestion du poids. Et donc, je suis aussi nutritionniste. Et je partageais mon activité pendant 30 ans, puisque je suis à la retraite de mon activité libérale depuis 12 ans maintenant. J'avais moitié médecine générale, moitié nutrition. Et le problème de la nutrition, en tout cas de ma façon de percevoir la nutrition, c'est la profession au monde qui est sinistrée. C'est la profession au monde qui a le plus mauvais résultat, 90% d'échecs à moyen et à long terme. Et je me suis dit, j'étais quand même assez frustré de voir des personnes qui revenaient ou qui faisaient le tour des autres nutritionnistes, diététiciens de la petite ville où j'exerçais dans le sud de la France, pour revenir et toujours recommencer, les mêmes recommandations, les mêmes indications. Et c'est vrai que j'étais assez découragé des résultats sur le long terme. Et pour des raisons, je ne vais pas dire le hasard parce que j'y crois pas tellement, mais j'étais arrivé à m'intéresser à la psychothérapie cognitive et comportementale et j'ai suivi un DU dans le trouble des comportements alimentaires. Et là, je me suis senti totalement à l'aise avec une prise en charge non nutritionnelle, une prise en charge, je veux dire non exclusivement nutritionnelle, une prise en charge par les émotions, par les programmations que nous avons. Qu'est-ce qui fait que je mange alors que je n'ai pas faim? Qu'est-ce qui fait que je n'arrête pas de manger alors que je suis rassasié, etc. Toutes ces programmations qui ont été mises en place, à notre insu souvent, qui sont devenues des réflexes, des conditionnements, qui font que mon poids est déséquilibré suite à un comportement dysfonctionnel. Et c'est vrai que je me suis totalement retrouvé dans la psychothérapie cognitive, les pensées, et comportementale, les comportements appris. Et donc, j'ai fait un DU aussi de psychothérapie cognitive et comportementale basique. Et là, pour moi, ça a été une révélation de cette liaison entre le corps, entre la pensée, le côté et les émotions surtout. Alors, donc j'ai très rapidement mis en place une pratique très orientée émotion, très orientée pensée, très orientée l'intégralité corps et esprit, corps et émotion. Et pendant ce parcours, donc moi je suis de nationalité
de citoyenneté canadienne. Je suis né au Canada anglophone, mais j'ai quitté le Canada quand j'avais 5 ans avec mes parents, donc je suis un immigré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas d'accent canadien. Et oui, on m'a demandé, étant anglophone, de traduire un document, en fait, le document qui accompagnait un logiciel expérimental, pas expérimental, mais en fait, c'était plutôt un prototype, qui s'appelle le FreeStreamer, qui est un logiciel de cohérence cardiaque dont je n'avais jamais entendu parler. Et là, on remonte à près de 20 ans. Et donc, j'ai eu un matériel, j'ai eu une documentation, pas grand-chose d'autre à traduire. Et ça m'a intéressé immédiatement en étudiant un peu ce qu'était cette cohérence cardiaque, qui d'ailleurs en anglais ne s'appelle pas cohérence cardiaque, m'intéressait, et j'ai très testé avec mes propres patients, de voir ce qu'on pouvait en faire. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis peut-être un autodidacte de la cohérence cardiaque, et à tester des protocoles, des moyens de faire, mettre en place mes propres techniques. Et j'étais déjà ami avec David Servan-Schreiber. Il a parlé dans son livre Guérir en avril 2003, Maigrir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyse, il parlait de cohérence cardiaque. Mais moi, c'était un peu antérieur à ça. Et donc, on a été spontanément rapprochés, David et moi. On a fondé l'Institut de médecine intégrée de Paris pour justement enseigner les techniques qui intègrent la cohérence cardiaque, bien sûr, qui intègrent le MDR, qui intègrent la luminothérapie, les oméga-3, tout ce qui est dans le livre Guérir. Et c'est vrai que nous avons été associés pendant une dizaine d'années pour enseigner ces techniques-là. Et en 2006, j'exerçais toujours, j'ai exercé depuis 30 ans, puisque je me suis installé en 1976. David m'a demandé de le rejoindre, David Servan-Schreiber, de le rejoindre pour enseigner la cohérence cardiaque à des professionnels de la santé. Au départ, c'est psychologues, psychothérapeutes, enseigner la cohérence cardiaque de façon générale. Et cette année-là, j'ai pris une année sabbatique pour réfléchir, est-ce que j'allais le faire? Et j'ai écrit le livre Maigrir par la cohérence cardiaque, qui était en fait ma pratique de la cohérence cardiaque appliquée à la gestion du poids. D'accord. Et voilà, donc voilà comment je suis arrivé un peu par la porte de la traduction, par la porte des connaissances et du réseautage à connaître la cohérence cardiaque. Très bien. Déjà, du coup, merci pour toutes ces précisions. Et alors, vous avez évoqué donc cette notion de cohérence cardiaque, mais celle-ci parle pas forcément à toutes les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pratique? Mais alors, oui, bien sûr. Et je regrette la locution, le mot, le terme cohérence cardiaque. Ça veut pas dire grand-chose. On me demande souvent est-ce que vous êtes cardiologue? Non, je suis pas cardiologue, je suis médecin généraliste, nutritionniste, et cohérence c'est pas très évident. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est David Servan-Schreiber qui a été le premier à ma connaissance en langue française. Lui me disait l'avoir lu quelque part d'autre, mais j'ai pas trouvé l'origine en langue française du terme cohérence cardiaque, qui n'est pratiquement pas employé en anglais, qui en tout cas à cette époque-là n'était pas employé en anglais, et de multiples autres noms en anglais. Et donc la cohérence cardiaque, c'est un état physiologique, c'est-à-dire c'est un état dans lequel on peut se placer par une pratique volontaire où on va équilibrer nos deux systèmes énergétiques qui sont un système de dépense musculaire pour la fuite ou le combat, qu'on appelle le système nerveux sympathique, adrénaline, cortisol, et le système antagoniste, qui est le système de préservation, de reconstitution de l'énergie, qu'on appelle le système nerveux parasympathique, avec la relaxation, le repos, la digestion, tout ce qui est la reconstitution de l'énergie. Nous sommes des vertébrés, et nous partageons avec les vertébrés le règne animal. Nous nous adaptons par le mouvement. Notre adaptation face à un changement environnemental et surtout face à une menace se fait par le mouvement musculaire, de fuite ou de combat, par l'éloignement du danger. Et la totalité de notre énergie, en cas de menace, ou même de perception d'une menace réelle ou imaginaire, a pour seul but de stimuler ce système nerveux sympathique pour mettre en place de la dépense énergétique à visée musculaire. Et donc, le système nerveux autonome,
le système nerveux sympathique va accélérer la fréquence cardiaque, accélérer la fréquence respiratoire, augmenter la pression artérielle, serrer les vaisseaux, bloquer la digestion, faire tout un ensemble de phénomènes pour favoriser la dépense énergétique. Et après, une fois que la menace est passée, que nous avons soit enfui, que nous sommes enfuis de la menace, ou que nous l'avons fait fuir, eh bien, je me mets en mode repos, relaxation, reconstitution, réparation, digestion. La totalité, 100% de notre adaptation, se fait par ce système nerveux autonome. Et j'aime bien comparer le système nerveux autonome à un budget énergétique. Je vais te parler d'un budget financier. Vous êtes en santé financière si vos dépenses sont équilibrées par vos recettes, vos ressources. C'est exactement la même chose dans le corps humain, chez tous les vertébrés. Nous partageons ça avec les animaux, et en particulier les vertébrés qui ont un système nerveux autonome à 2 branches. Eh bien, nous sommes en santé, si notre système de dépense énergétique, le sympathique, est équilibré par les ressources, le parasympathique. Et toute maladie, quelle qu'elle soit, 100% des maladies, qu'elles soient physiques, physiologiques, émotionnelles ou autres, sont toujours accompagnées ou causées par un déséquilibre du système nerveux autonome. Pour 90% des maladies, trop de sympathique, c'est-à-dire trop de dépenses, et pas assez de ressources. Mais d'ailleurs, dans le domaine de la santé financière, c'est pareil. La grande majorité des problèmes financiers, c'est trop de dépenses, pas assez de ressources. Le contraire, c'est pas tellement une pathologie, ou alors peut-être une pathologie psychiatrique, j'ai trop d'argent, je sais pas quoi en faire. Mais c'est exactement la même chose dans la santé. Donc, toutes les maladies, et surtout le stress. Le stress nous met dans un mode de danger permanent, parce que des stimulus qui sont perçus comme dangereux, nous sommes en mode tonus musculaire permanent. Nous sommes en mode préparation avec une tension musculaire, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle, troubles digestifs. La 90% des pathologies de la médecine générale peuvent être attachées au stress, peuvent être attachées à ce mode sympathique dominant, c'est-à-dire ce mode tonus sympathique prédominant par rapport aux trop de dépenses, par rapport à pas assez de recettes ou de ressources. Et c'est 100%. Et c'est exactement ce qui se passe. Et il y a cette idée que du coup aujourd'hui peut-être que notre mode de vie moderne finalement est pas, enfin notre corps finalement est pas adapté à ce mode de vie quoi. Mais exactement. Nous avons une adaptation dinosaurienne. C'est-à-dire, il y a 50 millions d'années, les dinosaures, qui étaient déjà des vertébrés, et ils ont hérité ça de leurs ancêtres vertébrés, avaient un mode d'adaptation où la menace, allait être physique, c'est-à-dire j'allais devoir me battre, j'allais devoir courir, j'allais saigner, donc j'allais dépenser énormément d'énergie pour me battre ou m'enfuir. Et le problème, les menaces modernes, ne requiert pas une adaptation musculaire ou plus une adaptation musculaire. C'est-à-dire lorsque je suis en retard pour rendre un devoir, lorsque j'ai un rendez-vous avec pour un entretien d'embauche, lorsque j'ai des soucis financiers, eh bien, je fonctionne comme un dinosaure. C'est-à-dire ma fréquence cardiaque monte, ma pression artérielle monte, mes vaisseaux se contractent, mes pupilles se dilatent, ma digestion s'arrête, etc., etc. Ça n'a aucun effet sur mon problème financier. Au contraire, cette énergie qui va être envoyée vers mes jambes ou vers mes bras fait défaut à mon cortex, à mon cerveau pour résoudre le problème. Et le grand problème du stress, c'est que notre système d'adaptation n'est plus adapté à un système qui demandait une adaptation musculaire. Mais ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Et il y a cette dérive progressive de stresseurs qui sont devenus des stresseurs cognitifs, des stresseurs émotionnels, et plus des stresseurs physiques, parce que même dans les guerres aujourd'hui, c'est des boutons que l'on presse, c'est plus les militaires qui meurent, c'est les civils. Les militaires, ils sont bien à l'abri, et donc, mais c'est exactement ça. Et c'est là qu'on a l'émergence de toutes ces maladies dites modernes, ces maladies, des pathologies d'aujourd'hui, qui sont les hypersensibilités, les allergies, les intolérances, certains troubles psychiatriques, qui sont tout simplement un système d'adaptation, un système de santé anti-maladie qui n'est plus adapté. Et il est toujours, dans tous ces cas, décalé côté sympathique, c'est-à-dire décalé côté trop de dépenses, pas assez de recettes. Alors, oui, allez-y.
Alors du coup, ma question, soit vous y allez, soit vous pouvez continuer sur ce que vous étiez. Sinon, la question c'était que justement, face à ce constat finalement qu'il y a un décalage entre notre capacité au quotidien et notre mode de vie, c'était de savoir quels sont les bénéfices qu'on peut ressentir si on commence à pratiquer la cohérence cardiaque de façon plus ou moins régulière. Parce que là souvent, quand je commence toute conférence, tout atelier comme ça, on s'est dit, où est-ce qu'il veut en venir? Alors, je vous laisse. Mais oui, attends, je me mets à parler de budget énergétique, mais c'est exactement la base. Toute action favorable à la santé cherche à rétablir un équilibre dans ce système nerveux-autonome déséquilibré. On donne les médicaments qui sont anti quelque chose, qui vont réduire le côté le plus fort, anti-inflammatoire, antibactérien, anti-lucéreux. Donc on va chercher à réduire le côté le plus fort. Après, il y a les pratiques de médecine dites alternatives ou complémentaires qui vont chercher à renforcer le parasympathique, la relaxation, la méditation, la détente musculaire, la massothérapie, toutes ces pratiques qui vont renforcer le parasympathique. Et tout ça, c'est utile. Mais il se trouve qu'on a en nous un outil extraordinaire qui s'appelle la respiration. La respiration fait partie du système nerveux autonome, c'est-à-dire la respiration est automatique et involontaire. Vous respirez quand vous dormez, vous respirez quand vous n'y pensez pas, mais la respiration est la seule fonction du système nerveux autonome qui comprend la digestion, le système cardiovasculaire, l'immunité, les hormones, etc. La respiration est la seule que l'on puisse modifier par la volonté. Jusqu'à un certain point, on ne peut pas tout changer. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous suicider en arrêtant de respirer, ça ne marche pas. Mais la respiration, on peut, en adoptant des techniques respiratoires simples, avoir un effet sur le système nerveux autonome. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est toutes les pratiques ancestrales utilisent la respiration parce que c'est la seule façon de pénétrer par la volonté le système nerveux autonome. La seule façon non médicamenteuse. Et d'ailleurs, on peut aussi pénétrer par les muscles, on peut pénétrer, c'est la relaxation, on peut pénétrer par la suggestion, mais à la base, toutes ces techniques au départ, et la méditation en font partie, commencent par des exercices respiratoires. La respiration, c'est simple. Il suffit de savoir qu'on a ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. C'est le vrai nom de la cohérence cardiaque, mais déjà, la cohérence cardiaque, c'est pas simple, mais aller écrire un livre, maigrir par l'arythmie sinusale respiratoire, c'est un peu pire. Il suffit de savoir que chaque fois que vous inspirez, vous stimulez le système nerveux sympathique. Chaque fois que vous soufflez, que vous expirez, vous stimulez le système nerveux parasympathique. Et tout ça, c'est programmé, c'est dans notre système nerveux autonome. Si les dinosaures avaient pu faire des exercices respiratoires, ils pourraient faire de la cohérence cardiaque aussi. Donc, chaque fois que j'inspire, je stimule le sympathique. Et ça, vous le faites déjà. Vous êtes surpris, vous inspirez, bloquez une inspiration, vous stimulez votre sympathique, vous accélérez votre fréquence cardiaque, vous augmentez votre pression artérielle, vous mettez en mode préparation à la future combat. Chaque fois que vous soufflez, vous stimulez le parasympathique. Vous le faites déjà. Qu'est-ce qui se passe lorsque le danger est passé? Vous avez un grand soupir de soulagement. Et donc, en utilisant cette inspiration et cette expiration, on peut, par un moyen détourné, j'appelle ça un peu comme un cheval de Troie, on peut pénétrer le système nerveux autonome. Donc, si j'inspire et si j'expire de façon volontaire et équilibrée, c'est-à-dire que ma durée inspiratoire est égale à ma durée expiratoire. 1, je prends contrôle de ma respiration. 2, je prends contrôle aussi de mon système nerveux autonome. C'est-à-dire par la volonté, en dehors d'un danger immédiat autour de moi où le système reprendrait le dessus, par la volonté, je peux faire comme système balancier, alterner, sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. Et c'est exactement ce qui se passe. Il se trouve que ce fameux logiciel qui était le Fritz Römer, et puis il y en a maintenant beaucoup qui existent, ils enregistrent tout simplement la fréquence cardiaque. Et pas la fréquence cardiaque proprement parlée, mais les accélérations et les ralentissements de la fréquence cardiaque. Et ce logiciel nous permet de savoir la stimulation sympathique, accélération, stimulation parasympathique, ralentissement, et de montrer
qu'avec la respiration, je fais accélérer mon cœur parce que je stimule le sympathique, je fais ralentir mon cœur parce que je stimule le parasympathique. Donc on a un regard par la fréquence cardiaque. C'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque. C'est le marqueur que nous utilisons, utilise la fréquence cardiaque. Et le cœur a pas tellement à voir là-dedans, c'est tout simplement un marqueur du système nerveux autonome qui est beaucoup plus simple que la défaite des dosages hormonaux d'adrénaline, acétylcholine, etc. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et il se trouve qu'il y a une certaine fréquence respiratoire, là aussi qui est un réflexe, qui s'appelle le baroréflexe. Tout est explicable, c'est sûr qu'en une demi-heure, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais tout est explicable, tout est publié. Je veux dire, j'ai 19 000 publications sur la rythmie sinusale respiratoire, la variété cardiaque. On est largement documenté. Il se trouve que le système nerveux autonome est un oscillateur électrique. Il oscille en permanence entre sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique. Et il se trouve que tout oscillateur a ce qu'on appelle une fréquence d'oscillation. C'est-à-dire, si on stimule une balançoire, si vous voulez faire continuer une balançoire, pour la garder en marche, il faut que vous appuyez au bon moment elle revient. Donc, tout oscillateur a une fréquence d'oscillation. La fréquence d'oscillation du système nerveux autonome, c'est 0,10 Hz, ça veut dire 6 par minute. Et ça aussi, c'est publié, et c'est 0,10 Hz, c'est largement documenté. Donc, si par la respiration, j'arrive à stimuler mon système nerveux autonome à cette fréquence-là, c'est 6 par minute, je vais pousser mon système nerveux autonome à son maximum d'oscillation, 5 secondes en sympathique, 5 secondes en parasympathique, ça fait 10 secondes, ça fait 6 par minute, et c'est ce que nous voyons sur nos écrans. Lorsque nous respirons en inspirant pendant 5 secondes, soufflant pendant 5 secondes, on a le cœur qui devient très irrégulier puisqu'il accélère et ralentit de façon maximale, mais on a un équilibre complet entre le sympathique et le parasympathique. C'est-à-dire, nous mettons les pendules au neutre, quoi. On se met au centre. D'accord. Et en se mettant au centre, il y a toute une série de phénomènes physiologiques qui s'installent. La plus importante, il y en a des dizaines, c'est la baisse du cortisol, l'hormone de stress. Après 2 à 3 minutes de respiration à 6 par minute, vous réduisez votre niveau de stress. Vous entraînez une décontraction musculaire en 2-3 minutes, vous entraînez même au niveau émotionnel, ce que j'appelle une apesanteur émotionnelle, parce que un système nerveux sympathique et parasympathique égal, c'est une perception d'une non-émotion. Donc c'est très difficile de faire ça sans montrer des images, sans PowerPoint, mais c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on respire 6 fois par minute. On met notre système nerveux autonome comme si on le déconnectait de l'environnement. Et c'est grâce à ça que ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, parce que la courbe de la fréquence cardiaque devient ce qu'on appelle cohérente par rapport à la courbe normale d'adaptation qui est irrégulière et inadaptée, et qui essaie de s'adapter au contraire à l'environnement. On a une courbe qui devient cohérente et qui permet de montrer que lorsque je respire cette fréquence-là de 6 par minute, artificiellement et temporairement, je me déconnecte de l'environnement. Et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui fait qu'il y a tous ces effets sur le moyen et long terme d'une pratique de cohérence cardiaque. Vous avez parlé d'effets très rapides là en faisant de la cohérence cardiaque, ne serait-ce que 3 minutes. Mais du coup, est-ce que c'est dès ma première séance, je fais 3 minutes et en imaginant que je le fasse bien, je ressens ces effets, ou est-ce qu'il y a quand même un petit délai le temps que les effets arrivent? Alors, tout d'abord, 3 minutes, c'est les premières études qui ont montré quelque chose. On préfère 5 pour être sûr d'avoir un effet. Ça n'a pas un effet qui dure très longtemps. D'accord. Bien que ce soit long je vais parler de 5 minutes, bien que ce soit long, parce que par exemple sur la pression artérielle, chez les hypertendus, sur le cortisol quand il est élevé, parce que l'avantage, ça ne va baisser que les chiffres qui sont trop élevés. C'est-à-dire, ça ne va rien faire sur quelqu'un qui a une pression artérielle normale, rien faire sur quelqu'un qui a un cortisol normal, puis ça le ramène au neutre, au centre. S'il est déjà normal, il est déjà au centre. Et donc, les effets, c'est quand même plusieurs heures, 3-4 heures à peu près. Donc déjà, une séance unique de cohérence cardiaque respiratoire à induction respiratoire de l'ordre de 5 minutes va avoir un effet de plusieurs heures. Par contre, ce sont des effets
que vous ne percevez pas. À moins si vous êtes hyper tendu, vous prenez votre pression, vous allez vérifier que effectivement 3-4 heures après, la pression a baissé pendant 3-4 heures. Le cortisol, on ne mesure pas à la maison, donc on n'a pas tellement d'effet. La seule façon de se rendre compte, d'avoir un effet sur le moyen et long terme, c'est d'avoir une pratique régulière. Parce qu'une séance ne va jamais durer plus de 3, 4, 5 heures max. Et donc la seule façon d'avoir un effet sur le long terme, sur la santé, dans le domaine du stress, mais dans toutes les pathologies connexes au stress, et je vous ai dit, c'est 90% des pathologies de la médecine générale. C'est une pratique régulière, c'est 3 fois par jour, parce que 3 fois 4 heures de durée approximative, ça fait les 12 heures d'une journée, et encore, c'est pas tout à fait suffisant. D'où la règle que j'ai émise dans mon livre qui s'appelle 3-6-5, c'est un moyen mnémotechnique, 3 séances par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 séances par jour pour couvrir à peu près une journée. 6 respirations par minute, c'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer, puisque c'est une constante physiologique propre à l'espèce humaine. Chaque adulte, c'est légèrement différent pour enfants, on n'a pas le temps de l'aborder, chaque adulte, lorsqu'il respire 6 fois par minute, il est en cohérence cardiaque, j'ai pas besoin de matériel pour le prouver. C'est automatique, c'est un réflexe, ça s'appelle le baroréflexe, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ne pas être en cohérence cardiaque si volontairement vous mettez à respirer à cette fréquence-là. Ça exploite un réflexe que nous avons depuis tout le temps. Pendant 5 minutes, parce que c'est 5 minutes qui sont efficaces. Par contre, les personnes qui pratiquent 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, s'aperçoivent après 2 à 3 semaines qu'il y a les premières notions qui apparaissent, c'est amélioration de la qualité du sommeil. Bien sûr, chez les personnes qui ont des troubles du sommeil. Il n'y a pas les personnes ne dorment pas plus, c'est juste les personnes qui ne dorment pas assez se mettent à dormir normalement. On revient à une zone normale. Première chose. Les personnes qui ont des troubles digestifs, amélioration des troubles digestifs, les troubles inflammatoires digestifs, les colopathies fonctionnelles, les constipations chroniques, tout simplement, le système nerveux autonome sympathique paralyse le type digestif, parce qu'il fait partie du parasympathique, au profit du sympathique. Et surtout, dans le domaine plus émotionnel et psychologique, la baisse du niveau de stress perçu, l'impression de ce qui revient dans toutes les études que nous faisons à questions ouvertes, l'impression de prise de distance et de lâcher prise. Ces personnes ont l'impression de prendre la distance par rapport à l'environnement. Et donc, la cohérence cardiaque, c'est simple, c'est un réflexe. Il n'y a pas aucune croyance derrière. Il suffit de respirer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, de le faire régulièrement avec juste un petit peu de constance, et la plupart des personnes en 2 à 3 semaines notent des changements qui s'effectuent dans les domaines où ils en ont besoin, puisque ça ne va affecter que ce qui est déséquilibré. D'accord. Alors du coup, comme vous l'avez dit, vous êtes auteur aussi du livre qui est Maigrir par la cohérence cardiaque, et vu ce que l'on vient de se dire, je me dis que ça saute pas forcément aux yeux en fait finalement que cette pratique permet de maigrir en tant que telle. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi elle peut aussi avoir un effet si on cherche à perdre du poids? Alors, tout d'abord, à la base, le poids est à 100% régulé par le système nerveux autonome. C'est du reptilien, c'est du cerveau reptilien, c'est programmé. La gestion du poids ne fait pas partie du système nerveux volontaire. C'est-à-dire, bien sûr, comme la respiration, je peux m'arrêter de respirer pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, le système nerveux autonome, s'estimant en danger, va reprendre le contrôle, et je ne pourrais pas dépasser, à moins d'un gros entraînement, je ne pourrais pas dépasser 2-3 minutes. Le système nerveux autonome reprend. Bien sûr, je peux arrêter de manger pendant 1-2 semaines, on réduit, manger beaucoup moins. Mais dès que le système nerveux autonome aura perçu ce qu'il considère comme une famine, comme être affamé, va mettre en place des modalités de réserve de nourriture, de stockage ou de compulsion alimentaire, c'est ce qu'on appelle le yo-yo, qui fait que les régimes à long terme ne fonctionnent pas. Parce qu'au bout d'un certain temps, le système nerveux autonome dit « là c'est hyper dangereux en ce moment, je suis en train de perdre de l'énergie, donc je mets en place ». Le système, le poids est à 100% géré par le système nerveux autonome. C'est automatique, involontaire. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, les besoins essentiels de l'organisme, c'est tout à fait en bas, au même titre que le besoin de se réchauffer, que le besoin de se protéger, que le besoin de boire, de respirer. C'est le besoin de manger et le besoin d'avoir de l'énergie. Déjà ça, tout problème de
déséquilibre du poids en trop ou en pas assez est toujours accompagné d'un déséquilibre du système nerveux autonome et très souvent causé par celui-ci. Le stress, bien sûr, est directement corrélé à de nombreux déséquilibres de poids. Le diabète, qui est aussi un problème de gestion énergétique du glucose, c'est toujours un système nerveux autonome déstabilisé. Et toutes ces pathologies énergie, le poids c'est tout simplement les kilos, c'est de l'énergie en conserve, c'est de l'énergie que nous mettons de côté pour une utilisation probable future. Ça dépend directement du système nerveux autonome. Et bien sûr que les émotions, et la peur en particulier, viennent aggraver le problème. Le stress, c'est une double peur, la perception d'une menace et la perception je n'ai pas les ressources pour faire face. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Bien, on prévoit de l'énergie pour notre fuite ou notre combat, pour la défense, pour la protection musculaire. Donc à la base, on rééquilibre le système nerveux autonome. Il faut savoir que le tour de taille, le périmètre abdominal, qui est la vraie définition de l'obésité, le surpoids, c'est plus la balance, c'est le tour de taille, est directement corrélé au niveau de cortisol. Et donc il y a un lien extrêmement intime entre les troubles de poids et le stress. Première chose. Deuxièmement, et pour avoir suivi des personnes en surpoids pendant 30 ans, il y a toujours, en pratiquement tous les cas, je vais dire 90% comme pour le stress, il y a toujours à la base aussi des problèmes émotionnels, des problèmes du passé, des problèmes qui n'ont pas été, entre guillemets, digérés. Et c'est vrai que si on n'a pas une prise en charge qui comprend ces événements du passé, ce manque d'amour de soi, problème de l'image corporelle, bien, c'est pas suffisant de simplement s'affamer pendant quelques semaines. Ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'enseigne à des professionnels de la santé. Et depuis, j'ai formé plus de 2500 personnes à ce jour à une pratique plus poussée de la cohérence cardiaque où nous utilisons notre matériel de biofeedback, c'est-à-dire nous utilisons le matériel pour voir à quel moment on est en cohérence cardiaque. Eh bien, on va aborder avec ces personnes-là les moments difficiles de leur vie, ces moments-là où il y a un déséquilibre du système nerveux autonome par le stress, par les soucis, par tout ce qui leur arrive, avec un déséquilibre du poids qui est une conséquence directe de ce déséquilibre. On va les entraîner dans toutes ces turbulences, à pouvoir être en cohérence cardiaque à de nombreux moments de la journée, quoi qu'il se passe autour d'eux. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation spécifique par la cohérence cardiaque et l'exposition. Donc, on peut aller très, très loin. Et la pratique de la cohérence cardiaque de base dans le domaine de la perte de poids, ou la gestion du poids, parce que c'est pas que de la perte, il y a aussi des personnes en sous-poids, pour des raisons émotionnelles aussi. Eh bien, c'est une pratique déjà, mettre en place la pratique de base. Ce que j'appelle le 3-6-5, c'est le point de départ de toute approche de la cohérence cardiaque, quelle que soit la pathologie pour laquelle on va la prescrire. Et dans le domaine de la perte de poids, si on devait garder qu'un seul exercice, parce que c'est sûr que c'est une formation que je fais en une journée, en plus la formation en cohérence cardiaque, donc c'est 8 heures. Donc, il y a ce que je recommande à toute personne qui a un problème avec le poids, quel qu'il soit, ou un problème avec le comportement alimentaire, tout simplement, je mets en place ce que j'appelais la bénédicité laïque, c'est-à-dire la prière laïque avant les repas. Qu'est-ce que bénédicité? C'est une action de grâce, c'est un moment de recueillement avant un repas. Et il faut savoir que la reconnaissance, la gratitude, la reconnaissance et la gratitude, le merci, l'action de grâce, c'est le plus puissant renforçateur de cohérence cardiaque. Et ça, on l'a mesuré des centaines et des centaines de fois. Vous mettez en cohérence cardiaque par la respiration, par exemple, et vous pensez à quelqu'un qui vous aimerait dire merci, ou vous pensez à quelqu'un à qui vous allez montrer votre reconnaissance. On a l'état de cohérence cardiaque qui s'amplifie. Et donc, pourquoi ne pas faire précéder toute prise alimentaire, je veux dire chaque fois que je fais soit une collation, soit un repas, le faire précéder par 1 minute de cohérence cardiaque, c'est 6 respirations. 1 minute de cohérence cardiaque avant chaque fois que je vais m'asseoir à table ou chaque fois que je vais manger quelque chose. Ça va permettre à mon système nerveux autonome de se mettre au neutre, parce que quand on enregistre des personnes avec le matériel, c'est 30 secondes, 20-30 secondes, le retour au neutre est fait, et physiologique. Et donc, il y a le retour au neutre qui va faire que
et là ça ne durera pas 4 heures, mais ça durera suffisamment pour la durée du repas, que pendant ce repas-là, j'aurais pris la distance par rapport à l'environnement. Pendant ce repas-là, j'aurais pris de la distance par rapport à mon histoire en cours, ce qui se passe, pris de la distance émotionnelle, et on va, atténuer les compulsions alimentaires. On va atténuer les raisons qui font que je vais manger très vite, et on a une corrélation très importante entre la rapidité de manger avec beaucoup de personnes en surpoids. On va diminuer l'impulsivité, qui est aussi une caractéristique des personnes obèses. On va justement prendre la distance par rapport à l'environnement, par rapport au fait que pourquoi est-ce que je mange alors que je n'ai pas faim. Et c'est rare qu'aujourd'hui dans nos civilisations on ait vraiment faim. On mange parce que c'est l'heure, parce qu'il faut, parce qu'il y a la publicité, par tout ça. Mais la vraie faim. Et on fait des exercices en même temps de pleine conscience, je veux dire alimentaire, c'est-à-dire de manger lentement, de savourer les aliments que l'on mange, de les reconnaître, de pas lire en mangeant, d'être totalement présent dans l'instant présent, dans l'instant où je mange. Je fais précéder par une minute de respiration, puis je suis totalement présent en savourant, en prenant le temps de manger et en consacrant ce temps exclusivement à ça. Et donc, c'est ce que je propose à la base, et c'est efficace dans la quasi-totalité des cas. Et c'est quand même assez surprenant parce que la cohérence cardiaque, pour moi, et je parle de cohérence cardiaque respiratoire parce que de toute façon, on n'aura pas le temps de l'aborder. La méditation met les gens en cohérence cardiaque. La méditation, par l'équilibre que les personnes ont en observant le ici et maintenant, en observant les pensées qui passent, et en y attachant par l'entraînement aucune émotion, se mettent physiologiquement en cohérence cardiaque. Donc il y a plusieurs façons d'être en cohérence cardiaque. Mais je parle de la cohérence cardiaque respiratoire qui est donnée à tout le monde, sans aucun apprentissage. Tout le monde, sauf les personnes qui ont un pacemaker de première génération, donc c'est très peu de personnes, arrivent à se mettre en cohérence cardiaque en moins de 30 secondes. Donc prendre ce moment-là qui donne un équilibre, qui nous permet de prendre la distance par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui se passe autour de moi à ce moment-là, et de manger en pleine conscience. Rien que cet exercice-là, je trouve qu'il est dommage de ne pas le faire, parce que c'est déjà beaucoup plus simple que d'avoir des régimes qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire par la volonté s'empêcher de manger, qui est contre-productif sur le long terme. Et s'il n'y avait qu'un exercice à donner, ce serait celui-là. Et s'il y en avait un deuxième, c'est d'ajouter le sourire. Pratiquer au moins une séance de cohérence cardiaque chez vous, face à un miroir, et souriez-vous. Vous souriez comme si vous souriez. C'est de la reconnaissance aussi. Le sourire est un signe de reconnaissance sociale. C'est-à-dire quand je souris, les gens me sourient en retour. Je fabrique de l'ocytocine, qui est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, qui est une hormone sociale, de rapprochement social. Et il faut savoir que le système nerveux sympathique, c'est l'éloignement du danger. Le parasympathique, c'est du rapprochement, y compris social. Et donc, en vous souriant et en vous souriant à vous, vous augmentez votre taux d'ocytocine, qui est le plus puissant renforçateur du système nerveux parasympathique que nous cherchons justement à renforcer parce qu'il est déficitaire. Donc, dans le domaine du surpoids, c'est tellement simple que c'est dommage de ne pas tout commencer par ça. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas perdre 10 kilos en 3 semaines, c'est certain, parce que c'est tout un ensemble. Un kilo, c'est 7000 calories. Donc, c'est quand même, lui, il a fallu du temps que ça se mette en place, il faudrait du temps que vous les brûliez. C'est pas ça qui va faire partir les kilos, par contre, ça va équilibrer votre système nerveux autonome, ça va éviter les rechutes, ça va éviter les compulsions alimentaires, ça va permettre que vous soyez plus à l'aise avec votre corps, à qui vous allez sourire, auquel vous allez commencer à dire merci, au lieu de dire je te hais, je te déteste, tu me mets en colère. Toutes ces émotions qui sont des émotions sympathiques, puis ce sont des émotions d'éloignement. Et donc, c'est tout un ensemble que j'explique un peu, c'est difficile d'expliquer dans le livre, que j'explique un peu dans Maigrir par la cohérence cardiaque, mais c'est ce que j'ai expliqué pendant 30 ans avec mes patients, et c'est ce que j'essaie de faire passer. C'est tellement simple de mettre ça en place, et tout le reste aussi, bien sûr, mais commençons par ça. Commençons par équilibrer ce système qui est déséquilibré. Que va faire le banquier quand vous allez le voir parce que vous êtes à découvert, c'est-à-dire que vous avez trop de dépenses passées le recette? Il va vous dire, dépensez moins.
Et puis après, chercher peut-être équilibrer déjà le budget avant de chercher à augmenter les dépenses et les recettes. Mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est directement lié au niveau de la gestion du poids. D'accord. Et du coup, est-ce que peut-être d'un point de vue pratique, parce que vous avez évoqué justement le fait de faire de la cohérence cardiaque, donc du coup face à un miroir en se regardant. Donc est-ce qu'il y a des recommandations, alors je sais pas, par exemple sur la position à adapter, sur le fait d'ouvrir ou de fermer les yeux, qui peuvent faciliter la pratique? Bien sûr. Alors, il faut savoir que 6 respirations par semaine, 6 respirations par minute, on est en dehors des zones physiologiques normales. Là, vous qui m'écoutez, vous êtes au calme, au repos, je parle doucement, vous êtes probablement vers 12 par minute, puisque la zone normale de respiration va de 10 à 25 par minute. Donc, 6, c'est en dessous. Donc, on a une zone légèrement inconfortable. Donc, on n'y va pas naturellement. C'est lent sans être très lent. Au départ, vous allez avoir besoin d'un guide respiratoire, d'un moyen pour respirer 6 par minute. Moi, je l'ai fait pendant des années avec une montre, avec une trotteuse. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Internet n'existait pas, YouTube n'existait pas, les applications n'existaient pas. Donc, on faisait ça très facilement. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous tapez cohérence cardiaque, vous avez des milliers de guides respiratoires qui tous, pratiquement, sont programmés à 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vérifiez quand même, parce qu'il y a d'autres cas où on veut renforcer le sympathique, d'autres cas où on veut renforcer le parasympathique. Donc, on peut, bien sûr, déséquilibrer cet équilibre. Si vous voulez faire de la cohérence cardiaque pure, c'est 5 secondes. Donc, on a besoin d'un guide respiratoire. Et ça, c'est la première chose. Il va vous falloir 10 jours, 2 semaines, 3 semaines maximum pour apprendre cette fréquence qui est légèrement lente, mais qui est très facile à intégrer. Après, vous n'avez plus besoin de rien. Au niveau des recommandations, une fois que vous avez pris le coup, que vous savez respirer 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, c'est mieux si on ferme les yeux. Et c'est pour ça que les guides respiratoires, la plupart sont visuels. Il existe maintenant des guides respiratoires auditifs. Et je les trouve supérieurs au niveau qualité de la cohérence cardiaque, parce qu'on peut fermer les yeux. Donc, on se prive des afférences émotionnelles visuelles. Donc, on se coupe davantage de l'environnement. Et ça, c'est que pendant la période d'apprentissage. Au niveau de la posture, il n'y a qu'une seule consigne pour la cohérence cardiaque respiratoire. Encore une fois, je ne parle que de cohérence cardiaque respiratoire, mais ce serait beaucoup trop long sinon. C'est de respirer 6 fois par minute. Tout le reste, c'est accessoire. Donc, respirer les yeux ouverts ou fermés, ça change pas grand-chose sur la qualité de la cohérence cardiaque. Respirer par le nez ou par la bouche, ça change pas grand-chose sur la qualité de la respiration. C'est la durée inspiratoire, durée expiratoire qui compte. Si on veut chercher la meilleure cohérence cardiaque possible, la posture, c'est la verticalité. Mais que vous fassiez du yoga, de la méditation, de toutes les pratiques qui existent depuis des milliers d'années, c'est ce qu'on vous dit de faire, d'être le plus vertical possible. Nous avons aujourd'hui les moyens de le valider et de le vérifier. C'est un enregistrement de cardio-feedback ou de biofeedback par la cohérence cardiaque. Et aussi, c'est une explication. Ce réflexe qui s'appelle le baroréflexe que nous exploitons fonctionne mieux si on est vertical que allongé. Mais c'est pas parce que vous allez le faire allongé que ça va pas marcher. C'est-à-dire, si vous vous réveillez en pleine nuit à 3 heures du matin avec un cauchemar ou quelque chose comme ça, que vous voulez faire de la cohérence cardiaque pour vous endormir, ne vous levez pas pour la faire. Faites-la coucher, ça marche aussi. Donc, la seule consigne importante, c'est 5 secondes d'inspiration et à peu près 5 secondes, c'est pas 5,00. C'est des cycles respiratoires proches de 10 secondes en tout. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Tout le reste, c'est pas très important. C'est pour ça que la cohérence cardiaque, c'est à la fois simple, mais la simplicité fait aussi qu'on oublie très vite de le faire. Parfois, on arrête. Et c'est quand même très facile d'arrêter de pratiquer. Et pratiquer... non, mais c'est très facile à pas faire. Mais ça, c'est quelque chose souvent, malheureusement. Oui. Tout ce qui est simple, mais c'est là aussi où, que ce soit la méditation, que ce soit la pleine conscience, que ce soit toutes ces pratiques, le MDR, la sophrologie, l'hypnose, pour qu'elles fonctionnent, les personnes qui les ont mis en place ont mis en place des protocoles, ont mis en place des étapes, des choses de plus en plus, des stades.
en le complexifiant, font qu'on fait attention, qu'on a envie de progresser, qu'on a envie de passer à l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et alors qu'à la base, quand on regarde la méditation, quand on regarde le yoga, quand on regarde la pleine conscience, à la base, c'est être ici et maintenant, avec une observation neutre et bienveillante sur tout ce qui se passe, en n'y attachant pas d'émotion au point. On a fini un livre de pleine conscience. Et pour garder l'intérêt, eh bien, on a mis des règles, des lois, des protocoles. Et je pense, et là, je ne veux pas trop sortir du sujet, mais que dans les religions, c'est pareil. Aimer Dieu, c'est peut-être pas très compliqué, mais pour continuer à le faire, on a mis en place des rites, des rituels. Et c'est la même chose dans la santé. Si c'est compliqué, les gens le font. Si on a des régimes extrêmement complexes, le lundi vous faites ça, le mardi vous faites ça, à 14h vous faites ça, les gens le font parce que c'est une loi. Alors quand on dit, vous faites comme vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, merci beaucoup David pour toutes ces explications. Je peux parler des heures. Alors du coup, justement, comme nous, on va pas faire des podcasts qui durent des heures, mais où est-ce que les gens peuvent aller, les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent aller s'ils veulent vous suivre et du coup en savoir plus sur vos activités? Alors, plus sur la cohérence cardiaque, ça va être sur cohérenceinfo.com, un seul mot, cohérenceinfo, sans accent.com. Ça, c'est la cohérence cardiaque en public. Et les 2 pages les plus visitées, c'est le site francophone le plus visité sur la cohérence cardiaque. Les 2 pages les plus visitées, c'est les guides respiratoires. Et nous avons mis des guides auditifs, des guides visuels. Et il y a d'autres guides où on stimule plus sympathique, parasympathique, où on explique pourquoi, mais là, c'est pas le but aujourd'hui. Et il y a l'annuaire. On a un annuaire des intervenants en cohérence cardiaque qui ont été formés à la pratique de la cohérence cardiaque, toutes professions confondues. Nous avons des centaines de professions différentes qui utilisent la cohérence cardiaque. On ne peut pas être coach en cohérence cardiaque, je veux dire, ça n'existe pas. La cohérence cardiaque est un outil professionnel qu'on ajoute à notre pratique. Sophrologues qui font de la cohérence cardiaque, psychologues qui font de la cohérence cardiaque, profs de sport qui font de la cohérence cardiaque, enseignants qui font de la cohérence cardiaque, on a des centaines. Mais donc, cohérenceinfo.com, il y a toutes les explications sur ce qu'est la cohérence cardiaque. Il y a même une petite formation de 2 ou 3 heures, je crois personnellement qu'on l'a mise, sur la cohérence cardiaque, base tout ce qu'on a dit là, il y a les informations. Si les personnes sont des professionnels de la cohérence cardiaque et veulent l'intégrer à leur pratique, c'est bien sûr un peu plus compliqué, mais on va beaucoup plus loin dans la physiologie. Là, c'est Cohérence Pro, en un seul mot, Cohérence Pro sans accent.com. C'est la cohérence cardiaque plus orientée vers les professionnels de la santé, de l'accompagnement du coaching et des soins. Donc, c'est le plus simple. Très bien. Écoutez, de toute façon, l'ensemble des liens, donc vers ces sites seront mis sur les notes dans l'article qui sera lié à ce podcast. Donc les gens pourront les retrouver aussi de cette façon-là. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous remercie. Peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver une prochaine fois. Cohérence cardiaque chez l'enfant, c'est un grand moment. Et c'est très différent. Donc, je vous l'annonce comme ça. On ne sait jamais. Surtout que cette année, on a eu le premier congrès mondial de la cohérence cardiaque il y a 2 semaines ou 3 semaines maintenant à Marseille, au moment où on enregistre. Et il y a eu 3 présentations d'études cliniques faites dans des écoles de l'éducation nationale française. Donc, cohérence cardiaque chez l'enfant. Très bien. Je vais me noter ça et puis on aura sûrement l'occasion de se retrouver alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avant de se quitter, j'ai 2 informations à vous donner. La première, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur le site et sur le lien suivant, extraform.fr/17, le chiffre 17. Et le deuxième point, c'est que si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que l'alimentation est l'un des piliers pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et du coup, si vous souhaitez recevoir des conseils gratuits pour améliorer votre forme à travers la découverte de votre alimentation idéale, alors je vous invite à laisser votre adresse email sur le site extraform.fr. Je vous enverrai alors des messages avec des conseils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Et bien entendu, votre adresse email reste confidentielle et vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment si jamais vous n'êtes pas satisfait du contenu que je vous envoie. On se retrouve donc tout de suite sur le site extraform.fr et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!